Entretien avec un cadavre. Chapitre 10. Il ne l'a pas vu venir. C'était l'époque où la vie de ma région était secouée par de nombreux meurtres dans le milieu du grand bandisme. Visiblement, quelqu'un faisait le ménage en liquidant les importuns. Ces meurtres se passaient entre gens du milieu. Le public n'était pas inquiété, ni même les familles de ces malfrats. Mais cela faisait quand même désormais. Finalement, le bandit ou une partie a été arrêtée et mise sous les verrous. Une histoire, cependant, a quelque peu impliqué le public. Docteur, j'ai un cadavre pour vous. C'est une exécution. Le lieu du crime n'est pas très éloigné de là où je me trouve. J'arrive donc sur place rapidement. Malgré les embouteillages qui caractérisent si bien ma ville, 2 ambulances sont déjà présentes, de même que la police. Les agents m'expliquent que les ambulanciers sont là pour emmener à l'hôpital les quelques personnes qui ont été témoins des faits, en état de choc psychique intense. Il faut dire que plusieurs d'entre elles ont reçu des morceaux de cerveau sur leurs vêtements, voire dans leur assiette. Il y a en effet de quoi être sous le choc. Il est un peu plus de midi lorsqu'un couple, Salvatore et Marie-Gabrielle, se présente dans une brasserie de ce quartier de ma ville. Ils s'installent à la table que leur indique le serveur et passent commande. Il fait bon. Beaucoup de gens sont de sortie et profitent du soleil. La brasserie affiche complet. On sort. Non seulement les habitués sont présents, mais également de nombreuses personnes de passage en ce quartier commercial. Rien de tel qu'un peu de beau temps pour attirer les gens, se dit le patron, qui voit d'un très bon œil ce rayon de soleil qui transforme sa journée. Sa brasserie est très bien située, à l'entrée d'une galerie commerciale. Elle est immanquablement, mais surtout, elle a deux entrées, ce qui sert le destin d'Angelo. Angelo est un tueur actif dans ce milieu du grand bandisme, évoqué plus haut. Il n'est pas très grand, mais il est connu pour être particulièrement efficace. Un tueur de sang-froid, très sympa par ailleurs. Il mène une vie qui semble tout à fait normale. Il exerce le métier de serveur dans un restaurant. Sa femme travaille comme femme d'ouvrage et ils élèvent ensemble leurs 2 enfants. Rien ni
dans sa vie ni dans son comportement habituel ne permet de suspecter l'homme qui il est vraiment. Salvatore est assis dos à une barrière en métal qui fait la limite entre cette partie de la brasserie un peu surélevée et un passage qui va d'une porte à l'autre et coupe le restaurant en deux. Le couple a commandé, ce sera des spaghettis à la sauce bolognaise pour l'un et des pâtes vongole pour l'autre. Salvatore a une belle stature et porte des tatouages sur les bras qu'il montre en portant une chemise à manches courtes. En attendant le plat, il commence un apéro et discute avec sa femme de leurs prochaines vacances en Italie. Il est d'origine italienne et a encore de la famille dans le nord, dans la région d'Udine. Il compte aller lui rendre visite d'ici 3 semaines, pendant les vacances avec les enfants. À l'extérieur, dans la galerie, un homme les regarde discrètement. C'est Angelo. Les deux portes de la brasserie sont ouvertes. Angelo est prêt, mais le serveur arrive à leur table. Angelo s'arrête et attend. Il a failli entrer, mais ce n'est pas le bon moment. Angelo s'éloigne. Il reviendra dans quelques instants. Salvatore et Marie-Gabrielle mangent tranquillement quand Angelo entre. Nul ne le remarque. La brasserie est complète. Il y a des gens partout, des gens assis, des serveurs qui se déplacent et qui sont tellement occupés qu'aucun n'envisage de s'occuper tout de suite du nouvel entrant. De toute façon, il n'y a pas de place. J'ai toujours été frappée par la vision tunneliste des serveurs de café ou de restaurant. Ils ne voient que ce qu'ils regardent et ont tout perdu leur vision périphérique. Vous agitez la main, le bras, le corps. Si vous n'êtes pas exactement dans leur champ de vision, ils ne vous voient pas. Angelo avance, sans courir. C'est un fin renard. Il sait que courir attire l'attention et fait s'envoler les projets. Il ne fixe pas le dos de Salvatore, car Marie-Gabrielle pourrait le remarquer et en être intriguée. Tous nous avons intrigué. Nous avons déjà fait l'expérience de cette sensation d'être regardé qui nous dérange et nous met mal à l'aise. Et Angelo ne veut surtout pas inquiéter. Il a 10 mètres à franchir jusqu'à sa cible. Il les parcourt sans attirer l'attention de qui que ce soit, pas même celle des serveurs. Ceux qui l'ont vu entrer ne le regardent déjà plus. Il fait désormais partie de l'environnement.
C'est vrai que quand quelqu'un pénètre dans un café ou un restaurant dans lequel nous sommes attablés, tout le monde regarde. Cela ne dure que quelques instants, mais cette espèce de réflexe fait partie de notre instinct de survie, hérité d'un lointain passé où il fallait réagir vite et de manière appropriée pour survivre. Angelo avance sans courir. Il fait partie des meubles. Plus personne ne le regarde. Il n'a inquiété personne. C'était son but. Dans quelques instants, il dégainera. Il le fera avec lenteur, sans se presser. Son arme est chargée. Le chien relevé, prêt à tirer. Si Angelo est petit, son calibre, lui, ne l'est pas. C'est un revolver 44 Angno à canon court. Il est bien plus discret que le canon long et sort facilement de son holster. Cet étui d'armes à feu que l'on porte contre le thorax sous la veste. Angelo n'a rien laissé au hasard. Il a choisi la bonne veste, celle qui ne colle pas au holster, qui est légère et qui bouffe un peu à cet endroit pour faciliter la sortie de l'arme. Angelo avance toujours et il ne court toujours pas. Il ne courra jamais. D'ailleurs, il n'en a pas besoin. Angelo n'a rien laissé au hasard. Il a aussi réfléchi au meilleur usage à faire des portes. Il est entré par celle qui se referme derrière le client et sortira par celle qui a été bloquée en position ouverte par les serveurs pour laisser l'air circuler. L'entrée peut prendre du temps, mais pas la sortie. Elle doit se faire rapidement sans attirer l'attention. Cette porte ouverte est une bénédiction, d'autant plus que Salvatore est plus près de la porte ouverte que de la porte fermée. Angelo a évalué la distance à 4 mètres au maximum, soit 4 pas. Angelo avance et c'est le moment de sortir son arme d'un air naturel, sans geste brusque. Plus personne ne le regarde et personne ne remarque l'arme qu'il tient désormais dans sa main droite. Encore 2 pas et il est derrière Salvatore. Il tend l'arme vers sa tête. J'ai entendu 2 gros bruits, comme 2 gros pétards, très rapprochés, me dira le patron de la brasserie, qui à ce moment-là servait une bière à la pompe. Il y a eu un court silence, puis une personne s'est mise à crier, puis tout le monde s'est mis à crier. Salvatore s'effondre, la tête projetée en avant puis en arrière. Il est mort. Marie-Gabrielle, qui a le regard concentré sur ses
Ongol, qui résiste à sa fourchette, sursaute lorsqu'elle entend les 2 pétards, crie quand elle voit la tête de Salvatore vers l'arrière et s'effondre quand elle comprend. Toute la brasserie se met à crier. Les gens vont dans tous les sens pour tenter de fuir un danger qui n'existe déjà plus. C'est la panique. Angelo remet son arme en place et sort calmement au moment où tous craint et se répandent dans tous les sens. Il rejoint le parking sans courir, démarre sa voiture et part. Il n'a pas perdu de temps et ne sera pas en retard pour aller chercher la petite dernière à la sortie de l'école. Son épouse sera contente qu'il ne rentre pas trop tard du travail pour l'aider à faire les courses. Quand j'arrive sur place, Salvatore est sur sa chaise. Sa tête est complètement reclinée vers l'arrière. Il a encore des spaghettis en bouche. Vu le type de fait, le labo décide, avec raison, qu'il est inutile de prélever les microtraces. Je m'approche et je commence mon examen. 2 coups de feu en pleine tête avec deux orifices d'entrée à l'arrière gauche du crâne et 2 orifices de sortie au sommet vers l'avant. Si les orifices d'entrée sont bien circulaires, ceux de sortie sont énormes, avec un très important fracas crânien, par lequel on voit le cerveau. Je comprends mieux comment certains ont pu en recevoir des morceaux dans leur assiette. José Serrano, l'expert en balistique, constate qu'aucune douille n'est retrouvée sur place, ce qui témoigne de l'utilisation d'un revolver, un type d'arme à barillet dont les douilles ne sont pas éjectées, contrairement au pistolet. Un type d'arme dont les chargeurs se trouvent dans la crosse et qui dispose d'une fenêtre d'éjection pour se débarrasser des douilles. Après le tir, d'autre part, en regardant le diamètre des orifices et les dégâts causés, il détermine qu'il doit s'agir d'une munition de type 44 Magnum. Selon la mesure anglaise, la munition a un diamètre de 0,44 pouces, soit 10,92 mètres plus gros que la classique. 9 mètres. Je rencontre très souvent ce type de munitions sur les scènes de crimes de nos régions. La munition 44 Magnum a été créée par la firme
Remicton. Après la Seconde Guerre mondiale, pour la chasse au gros gibier, c'est l'arme et la munition utilisées par Clint Eastwood dans la série de films L'inspecteur Harry. Dehors, les bâtons sont nombreux. C'est le genre de scène qui attire beaucoup de monde. La presse est là avec ses caméras. D'habitude, elle arrive avant tout le monde. S'installe et est prête à filmer tout ce qui peut être intéressant en attendant que le procureur lui accorde une interview. Les magistrats et les enquêteurs sont arrivés et les tâches commencent à être réparties par le juge entre les différents services de police. Les policiers premiers interviennent dont leur rapport. Personne n'a vu les faits se commettre. Personne n'a vu l'auteur. Il y a bien un homme, pas très grand, qui venait d'entrer, mais c'est tout. Les gens ont entendu 2 coups de feu qu'ils ont pris pour des pétards. Ils ont regardé vers l'origine du bruit et ont vu un homme qui s'affaissait vers l'arrière, c'est tout. Après tout, le monde a paniqué et a couru dans tous les sens. Dans la précipitation, certains se sont même blessés. On sait qui est cet homme, pas très grand, qui venait d'entrer, demande le juge. Non, on cherche, mais plus personne ne l'a vu après. Et c'est bien normal, puisqu'il était parti. Angelo a réussi son coup. Son entrée a été remarquée, mais personne ne l'a vu sortir. Son arme, personne ne l'a vu la braquer sur Salvatore, ni même tirer. Sa sortie non plus n'a pas été remarquée, car tout le monde concentrait son regard et son attention sur l'origine du bruit et non sur la porte. À mon tour, je fais mon rapport. Très court. 2 coups de feu en intraction. Sur le plan médico-légal, ce n'est pas le plus compliqué, c'est même très simple. Les balles sont entrées toutes les deux par l'arrière du crâne, ont suivi leur course vers l'avant dans un axe d'arrière en avant et de bas en haut. Je ne relève pas la température rectale, c'est inutile, il y avait tant de témoins que l'heure du décès est bien connue. Quant à le déshabiller sur place pour réaliser l'examen extérieur, c'est inutile. Également, puisque
Je sais que je vais l'autopsier et que l'éclairage et les conditions de la salle d'autopsie seront bien plus optimales pour réaliser un examen minutieux. Le corps de Salvatore est transporté par les pompes funèbres à l'IML pour une autopsie dont on se doute déjà qu'elle n'apportera rien de plus vu le type de fait, mais il vaut toujours mieux vérifier et arriver en cour d'assises avec des certitudes incontestables, ce que l'autopsie permet d'obtenir. Avant d'autopsier, je réalise une exploration radiologique du crâne afin de vérifier s'il reste des fragments de projectiles. Vu l'aspect des lésions, je sais déjà que je ne trouverai pas les projectiles qu'ils sont sortis, mais les fragments peuvent être intéressants pour l'expert en balistique. Effectivement, il y en a près des orifices d'entrée que José Serrano présente en salle d'autopsie avec moi me demande à pouvoir récupérer. Ils sont dans la matière cérébrale et j'irai les chercher. Le corps de Salvatore est sur ma table, je m'habille, j'enfile mes bottes, mon tablier bleu clair qui ferme derrière, puis un tablier en plastique rigide pour éviter les projectiles sur le tablier bleu et à traverser ce fin tablier sur mes vêtements, puis je m'y mets. Je mesure la taille du corps. Le poids l'a déjà été avant que le corps ne soit désormais déposé sur ma table. Comme toujours, je refais un examen extérieur de la partie dorsale car les lésions sont bien plus visibles avec l'éclairage et dans les conditions de l'autopsie que dans celle d'un simple examen extérieur réalisé sur place. Rien n'est visible sinon un splendide tatouage dans le haut du dos. Je retourne le corps et j'examine la face intérieure qui ne montre, elle non plus, aucune lésion, tandis que mon assistant s'occupe du thorax et de l'abdomen. Je me dirige vers le segment crânien, objet de toutes les attentions puisqu'il a été traversé par 2 projectiles. Je commence par décrire les plaies et leur localisation précise. Les entrées à l'arrière gauche du crâne sont bien circulaires, tandis que les sorties sont
étonnante pour celui qui n'est pas habitué à ce type de projectile. Lui mesure 12 cm et permet de voir ce qui reste du cerveau à travers la fracture de la ouate crânienne. Il manque visiblement un morceau tant du cerveau que de la ouate. Ils ont été projetés vers l'extérieur lorsque la balle a traversé le crâne et ce sont eux qui se sont retrouvés sur les vêtements et dans les assiettes des personnes alentour. L'autre plaie mesure 9 cm et se trouve un peu plus en avant. Elle aussi laisse voir l'intérieur de la boîte crânienne et présente les mêmes caractéristiques et dégâts que la première. Ensuite, je palpe le crâne et le découvre en sac de noix, voir chapitre La mort du roi Albert Ier. À l'ouverture, je constate qu'il manque la moitié de l'hémisphère gauche du cerveau et un tiers du droit. Une fois le cerveau enlevé, je découvre la base du crâne qui est elle aussi fracturée par endroits, dont les roches, cet os qui contient toute l'oreille, tout l'organe de l'ouïe. Pendant ce temps, mon assistant a fini d'ouvrir le thorax et l'abdomen et on a extrait tous les organes à examiner. Comme prévu, il ne montre rien de particulier. Je fais le prélèvement classique car c'est la procédure, mais je sais déjà qu'ils ne seront pas analysés vu le type de fait. Je me prépare à les conserver. Sur place, tous les devoirs sont achevés. La brasserie est rendue à son propriétaire, qui a déjà commencé à nettoyer pour pouvoir rouvrir dès que possible. Mauvaise journée pour lui. Tout le monde est parti sans payer. Angelo a fini ses courses. Il est rentré chez lui et il joue avec ses enfants. Énonciation activée. Viseur. Image. Arrêter l'enregistrement vidéo.